Bonjour tout le monde, bienvenue à cette capsule informative de la Fondation En Cœur. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de la vaccination chez nos jeunes enfants malades du cœur, ainsi que les familles, mais bien plus précisément au niveau des enfants malades du cœur. Est-ce que c'est important de les faire vacciner et quelles sont les procédures à connaître et aussi l'importance de la vaccination. On reçoit aujourd'hui deux personnes très importantes, dont le docteur Marc Lebel, qui est pédiatre infectiologue au CHU de Sainte-Justine, mais aussi le président de l'Association des pédiatres du Québec et un représentant de l'Association pédiatre au comité d'immunisation du Québec, ainsi que Christine Hood, qui est cardiologue pédiatre au CHUL de Québec et une ambassadrice de la Fondation En Cœur depuis toujours. Nous sommes très heureux de pouvoir recevoir ces professionnels de la santé avec nous aujourd'hui pour, d'une part, nous guider dans la vaccination, mais aussi dans un retour à un monde meilleur pour poursuivre nos activités. On le sait tous que ça a été des moments difficiles. C'est une période qui a été une première pour tout le monde, le retour à l'école, toutes les situations qui sont arrivées depuis la dernière année et demie. C'est maintenant le temps, je pense, de prendre des décisions, mais surtout de vous informer sur l'importance de la vaccination. Donc, sans plus tarder, on va parler avec le docteur Lebel. On a plusieurs questions, en fait, à poser qui nous ont été envoyées d'une part de la communauté, des parents, mais aussi des plus jeunes, des jeunes adolescents, les jeunes adultes, sur l'importance de la vaccination. Donc, docteur Lebel, bonjour. Bonjour. Dites-moi donc, pour commencer, puis je pourrais vous laisser poursuivre par la suite sur la vaccination et l'importance, mais pour nos enfants cardiaques et les parents qui nous regardent actuellement, est-ce que nos enfants qui sont atteints de malformations cardiaques doivent se faire vacciner? Est-ce qu'il y a des choses à savoir qui sont particulières à cause des conditions cardiaques de nos enfants? Puis, est-ce qu'on doit consulter ultimement nos cardiologues avant la vaccination pour nos enfants? Merci, Philippe. Je vais probablement en premier vous parler de la maladie COVID là, en pédiatrie. Puis, secondairement, je vais vous parler en fait des études qui ont été faites sur la vaccination COVID là, chez les enfants et les adolescents. La COVID, c'est un terme nouveau qu'on connaissait pas avant janvier 2020. Là, c'est probablement un des sujets de recherche Google les plus importants. En milieu adulte, la COVID a eu un impact majeur. Quand je dis majeur, c'est un nombre d'hospitalisations extrêmement élevé, un pourcentage élevé de patients qui allaient aux soins intensifs et malheureusement un nombre élevé de décès. En pédiatrie, nous autres, on était prêts là, à faire face à la vague. Puis en fait, finalement, ce qu'on voit une année plus tard, le nombre d'hospitalisations pour la COVID est très faible en pédiatrie par rapport à l'adulte. Je vais prendre l'exemple de Sainte-Justine là, pour la COVID. On a eu environ 250 hospitalisations, mais de ce nombre-là, presque la moitié était pour d'autres raisons. Je vous explique un peu plus. Là. Un patient qui a une fracture, qui se présente à l'hôpital, qui a besoin d'être hospitalisé, un autre qui a une appendicite. Nous autres, ces patients-là sont testés d'emblée pour la COVID. Puis, notre expérience à Sainte-Justine sur les 250 hospitalisés, de 40 à 50%, en fait, avait un diagnostic haut. Donc, l'enfant était admis pour sa fracture, était totalement asymptomatique, était COVID positif. Donc, le nombre d'hospitalisations pour la COVID en pédiatrie est très faible. Surprenamment, les enfants avec maladies chroniques sont peu représentés. On s'attendrait à beaucoup plus, surtout si on prend en comparaison l'influenza, la grippe. Ben, on sait que la grippe, là, ça touche beaucoup les enfants avec cardiopathie, beaucoup plus d'hospitalisation et même des décès.
Pour la COVID, oui, les enfants avec les adolescents avec maladies chroniques ont un risque légèrement augmenté par rapport aux enfants ou aux adolescents normaux, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on a là pour l'influenza ou un autre virus fréquent chez les enfants, le virus respiratoire syncytial. L'autre point qui est important à connaître, c'est que toute l'isolation, les mesures de prévention puis le confinement ont un impact majeur sur les enfants, les adolescents. À Sainte-Justine, près de 40% de nos hospitalisations, donc de tous nos patients hospitalisés, le sont en fait pour des problèmes de santé mentale, troubles alimentaires, dépression, tentatives suicidaires. Donc, les enfants, puis particulièrement les adolescents, souffrent beaucoup du confinement. La vaccination va être une porte de sortie, une voie de sortie à un certain retour à la normale. Quand on regarde, le Québec a déjà annoncé là, la vaccination des 12 à 17 ans et c'est clair qu'on va encourager là, le plus possible la vaccination dans ce groupe d'âge-là. Une des raisons, et en fait la raison majeure, c'est d'essayer d'avoir un certain retour à la normale. Là. Pensez que pour nous autres, on est adultes, on n'aime pas le confinement, mais pensez que pour un ado, là, d'avoir 1 année et demie à 2 ans en confinement alors que l'adolescence dure quelques années, pour eux autres, c'est épouvantable. Donc, c'est clair qu'on va recommander la vaccination pour les 12 à 17 ans. Ça inclut les enfants avec des pathologies chroniques, donc des cardiopathies. Ça fait juste une raison de plus de se faire vacciner. Au point de vue des études cliniques qu'il y a eu au point de vue de la vaccination chez les 12 à 17 ans, il y a eu des études cliniques avec les 2 vaccins à ARN messager, le vaccin de Pfizer puis le vaccin de Moderna. Le vaccin Pfizer est déjà approuvé et est déjà utilisé ici au Québec dans le groupe d'âge des 12 à 17 ans. Les études cliniques démontrent une excellente réponse immunitaire là, avec le vaccin de Pfizer, puis la protection dans les études cliniques est de 100%. C'est sûr que 100% dans la vie de tous les jours, en dehors des études, il est peu probable que ça soit ça, mais pour les adultes, on parlait de 95% avec 2 doses, les adolescents à peu près 100%, donc ça va être des vaccins très efficaces. Le vaccin Moderna, qui est le 2e vaccin à ARN messager, a publié ses résultats cette semaine avec le même pourcentage de prévention de la maladie, soit 100%. Donc, on a 2 vaccins qui vont être utiles, un qui est déjà approuvé et utilisé, puis le second éventuellement devrait l'être. Au point de vue des effets secondaires, ce qu'on voit, c'est que la vaccination des 12 à 17 ans, quand on compare les effets secondaires, les effets adverses, 12-17 ans par rapport aux jeunes adultes, le pourcentage d'effets adverses est à peu près similaire. Donc, on s'attend, là, il y en a qui peuvent avoir de la fièvre, de la rougeur, de la douleur au site d'injection. Mais c'est clair que pour nous autres, c'est le prix à payer pour essayer d'avoir un retour à la vie normale. Donc, répondre à la question initiale, est-ce qu'on doit encourager les enfants de 12 à 17 ans, les ados, à se faire vacciner contre la COVID quand ils ont une cardiopathie congénitale? La réponse est très claire, c'est oui. À la fois pour prévenir la maladie, mais beaucoup et surtout pour un retour à des conditions de vie normale, le confinement, en fait, les ayant affectés de façon extrêmement importante.
Docteur Lebel, moi j'ai une question en fait parce que vous parlez des vaccins Pfizer et Moderna. Beaucoup de questions autour du vaccin AstraZeneca, à savoir, bon, je sais pas si vous êtes au courant, est-ce qu'il est ouvert pour la tranche d'âge que vous parlez, là, les 12-18 ans et les plus jeunes également? Est-ce que c'est parce que bon, on voit ce que je pense, c'est que les gens sont très anxieux là face à bon ce qui s'est passé ou tu sais les médias sont là pour amplifier aussi souvent certaines informations. On est content d'avoir avec nous des spécialistes qui sont en mesure de pouvoir répondre à nos questions, mais le vaccin AstraZeneca reste quand même un vaccin qui est fiable et qui est bon sécuritaire aussi pour nos enfants. Quand on regarde là, les vaccins à vecteur viral, donc on parle d'AstraZeneca, on parle de Covishield, éventuellement il y a le vaccin Johnson Johnson. En pratique, il n'y a aucune étude en pédiatrie. Donc, qu'est-ce que les ados, les enfants de 12 à 17 ans vont recevoir? Actuellement, ils vont recevoir le vaccin Pfizer. Éventuellement, quand l'approbation, mais c'est quand même un sujet qui prend un certain temps, pour Moderna va être faite, ça va être le deuxième vaccin. Donc, nos enfants, ils vont juste recevoir des vaccins à ARN messager. Puis savoir ces deux vaccins-là, là, on parle de Pfizer et de Moderna, là, souvent les gens disent « Ah, ben là, il n'y a pas assez de données. » Là, on parle de centaines de millions de personnes qui ont reçu ces deux vaccins-là. Ces deux vaccins qui sont hautement efficaces. On parle de Pfizer et Moderna avec un profil d'effet adverse qui est très favorable par rapport à certains autres vaccins contre la COVID. Merci pour ces précisions. Dans le cadre, en fait, de la capsule vidéo, on avait fait des demandes au préalable à certaines familles et parents de nous manifester, en fait, leur questionnement par rapport à la vaccination chez leurs enfants. Et bon, plusieurs en sont ressortis des questions, plusieurs qui touchent, en fait, des cas particuliers. Par contre, il y en a quelques-unes qui nous ont intéressés plus particulièrement. Entre autres, par rapport à les enfants qui sont post-chirurgie, là, les enfants qui sont peut-être un peu plus fragilisés, est-ce que c'est le moment ou combien de temps est-ce que on devrait attendre finalement après les chirurgies cardiaques chez les enfants pour faire vacciner notre enfant? On comprend très bien que ce qu'on prône, c'est le retour à la vie normale, mais je pense que il y a un très gros effet anxiogène chez les parents actuellement qui se posent des questions par rapport à justement c'est quand le bon moment finalement à faire vacciner son enfant. Puis est-ce que bon, c'est sûr que la question revient là, tu sais, est-ce qu'on doit faire vacciner nos enfants? Je pense que la réponse a été assez claire et c'est oui. On doit pas négliger ça. Puis encore, tu sais, vous le partagez là avec presque la moitié de vos patients à Sainte-Justine, du moins, qui ont un trouble, je dirais, beaucoup plus justement au niveau de l'anxiété, le détachement, tout ce qui est l'isolement, qui ont eu un impact, je dirais, très négatif sur le développement de ces enfants-là. Et l'importance, finalement, de se faire vacciner rapidement pour pouvoir revenir à un mode de vie presque normal, du moins, dans les prochains mois, peut-être années à venir. Mais pour revenir à ma question, c'est post-chirurgie. Comment est-ce que on doit évaluer ou comment est-ce que c'est nos cardiologues, qui peut nous guider finalement pour la vaccination de nos enfants post-chirurgie? Il n'y a pas en fait de ligne directrice spécifique là qui va dire que vous pouvez vacciner votre enfant ou votre patient 10 jours, 14 jours, 28 jours après. Là-dedans, c'est un peu comme ce qui se passe. Le vaccin contre la COVID, c'est un vaccin inactivé. Donc, il n'y a rien de vivant là-dedans. Donc, ça interfère pas avec les autres vaccins ou les autres médicaments. Je pense, puis ça, Dr. Rood pourra préciser un peu plus leurs habitudes là, de ce qu'ils font dans la vie de tous les jours pour les autres vaccins. Moi, ce que j'aurais à vous dire, plus comme infectiologue, ben, si l'enfant est opéré, on va attendre
que l'état de l'enfant soit stabilisé. On va attendre en fait que un peu tout va être stable avant de le vacciner. Non pas parce que ça va donner plus de problèmes, c'est juste que ça ne rajoute pas à la confusion. Le vaccin, ça peut donner de la fièvre chez un enfant de cardiopathie, ben là, les cardiologues vous disent ben, c'est important de consulter. Donc, si en plus il vient d'avoir une chirurgie récente, vous le vaccinez au jour 2, là, je pense que le chirurgien cardiaque puis le cardiologue va probablement non pas faire des insomnies, mais certainement avoir des soucis. Donc, d'un point de vue purement immunogénicité, là, il y a pas de raison. Puis généralement, c'est plus du gros bon sens. Puis ça, je vais peut-être laisser à Dr. Roux compléter la réponse. Je pense que c'est exactement ça, la réponse, dans le fond. C'est que nous, on le voit beaucoup avec les petits bébés, là, qui ont un programme de vaccination assez rapproché, 2, 4, 6 mois, puis souvent, quand ils ont été malades, ils ont déjà sauté des vaccins. Nous, on va dire habituellement, encore une fois, c'est beaucoup du cas par cas. Puis là, c'est sûr que si le patient est hospitalisé, les docteurs vont pouvoir répondre à la question. Mais habituellement, on dit en 2 et 4 semaines après. Et c'est de fait pour pas mêler le tableau. C'est que s'il y a de la température secondaire au vaccin, ben là, tout le monde va s'énerver. Il fait de la fièvre, y a-t-il une infection secondaire à la chirurgie cardiaque? Je pense qu'en général, on peut dire 2 à 4 semaines post. Nous, le syndrome inflammatoire post-opératoire, là, qu'on peut voir assez régulièrement, habituellement, c'est 7 à 10 jours post-op. Je pense que d'attendre 3 à 4 semaines après la chirurgie, ça m'apparaît bien raisonnable. Puis je pense que ce qu'on donne aussi comme recommandation souvent, parce qu'encore une fois, le vaccin, c'est vrai de tous les vaccins sont bien tolérés chez les enfants. Ce que nos enfants cardiaques pourraient ne pas aimer, c'est plus la température secondaire à la vaccination. Si on pense à un enfant qui est en insuffisance cardiaque, alors souvent, on va recommander aux parents de donner du Tylenol régulièrement pour 24 heures autour de la vaccination, de sorte à peut-être essayer d'amoindrir la température qui pourrait donner des symptômes à l'enfant qui peut être un peu limite sur le plan en termes d'insuffisance cardiaque. Mais en général, c'est à peu près la seule recommandation qu'on va faire. Et comme Dr. Lebel le disait, on est extrêmement pro-vaccination. Puis ça, je pense qu'on ne le répétera jamais. Malgré les sceptiques, les vaccins ont définitivement été l'avancement médical de tous les temps. En médecine, là, de toutes les innovations en médecine, la vaccination a sauvé probablement le plus de vies que n'importe quel autre avancement scientifique. Puis je pense que ça, il ne faut pas arrêter de le répéter. Je pense que c'est sûr qu'ici, quand on vaccine notre enfant contre la rougeole, ben, c'est pour éviter qu'il fasse la rougeole. Quand on vaccine le patient contre la varicelle, c'est pour éviter qu'il fasse la varicelle. C'est sûr qu'ici, la COVID, puis Dr. Lebel l'a bien dit, nos patients n'ont pas été malades, heureusement, on se croise les doigts, mais ça a bien été pour notre clientèle. Mais je suis d'accord avec Dr. Lebel, je pense qu'il faut... la santé mentale fait partie des effets secondaires en pédiatrie là, de la COVID. Alors, même si les gens ne font pas la COVID, ça ne veut pas dire qu'ils ne font pas de problème de santé. Et on le sait, chez les adolescents qui ont des maladies chroniques, de passer à travers l'adolescence, c'est déjà difficile en soi. C'est déjà anxiogène juste de par le fait qu'on a une maladie chronique. Alors, je pense qu'il faut essayer de revenir le plus rapidement possible à une vie normale pour cette clientèle-là. Puis c'est clair que les enfants en souffrent sous toutes sortes de symptômes. Des fois, ils sont hospitalisés pour des problèmes de santé mentale, mais des fois, ils nous consultent pour toutes sortes de symptômes physiques qui sont clairement psychosomatiques. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un malaise. Les enfants ont mal au ventre, ils ont mal à la tête, sont étourdis, tombent d'un pomme. Il y a plein d'autres symptômes qui sont, quand tu les questionnes, clairement reliés à l'anxiété autour d'une vie complètement anormale pour eux. Fait que je pense que le vaccin, il est sécuritaire. Encore une fois, je pense que les campagnes de vaccination pour les 12 à 17 ans, encore une fois, ce ne sera pas l'AstraZeneca, on peut s'enlever ça dans la tête. Les parents nous posent beaucoup cette question-là. Surtout que nous, on a certains patients qui ont des valves mécaniques, qui ont des fontants, qui peuvent être à risque de thrombus en général. Mais ici, c'est pas du tout, il n'y a pas de questionnement à y avoir par rapport à ça. Il n'y en aura pas d'AstraZeneca. Alors, les risques, ils sont les mêmes que sur les millions de patients qui ont été vaccinés à date et les risques sont vraiment très faibles. Alors, on est définitivement très partant pour la vaccination. Et puis, un point important au point de vue de la vaccination, qu'on parle de l'influenza ou on parle de la COVID, là, c'est vraiment important que la cellule familiale soit vaccinée. Mm-hmm. Donc, il y a l'enfant.
Actuellement, c'est les 12 à 17 ans qui peuvent être vaccinés, mais il y a les parents, les adultes qui sont autour. Là. La COVID, particulièrement avec les variants, c'est extrêmement contagieux. Donc, c'est important de les vacciner. On va parler vacciner les jeunes, vacciner les parents parce que ça peut se transmettre. Pas oublier les grands-parents aussi, parce que les grands-parents souvent font partie de ceux qui sont à risque. Donc, souvent, je dis, party familial là, de vaccination. Une des questions qu'on m'avait posées, c'est qu'est-ce qui se passe pour ceux qui ont moins de 12 ans? Là? Est-ce qu'on peut les vacciner ou pas? Actuellement, l'approbation de Santé Canada pour le vaccin de Pfizer est à partir de l'âge de 12 ans. On sait que Moderna, les études sont bonnes, il va y avoir une approbation éventuellement à partir de l'âge de 12 ans. Il y a des études qui sont en cours actuellement chez les 6 à 12 ans par différents groupes d'âge. Puis par la suite, il va même avoir des études des 2 ans à 6 ans et éventuellement même chez les enfants en bas de 2 ans. Encore une fois, la vaccination des jeunes là, si on pense ceux en bas de 12 ans, ça peut être éventuellement, n'est pas recommandé actuellement parce qu'on n'a pas les données des études. Mais le but de ça va être de dire on vaccine ceux qui ont des pathologies chroniques, donc incluant les enfants avec cardiopathie congénitale, mais aussi beaucoup pour diminuer la transmission. Là. On sait que dans les écoles, on veut que les enfants retournent à l'école. L'Association des pédiatres, on a été très vocal là, à partir du printemps de l'année dernière de pousser le gouvernement pour un retour à l'école. La bonne affaire, c'est que le gouvernement a écouté, là, qu'on parle du ministre de l'Éducation, du premier ministre. Et de ce sens-là, le Québec s'est vraiment démarqué des autres provinces. Là. Si vous regardez en Ontario, ils se demandent encore quand est-ce qu'ils vont aller à l'école. Savoir que les jeunes, là, quand ils vont à l'école, là, bon, pour un docteur, tu dis, OK, je vais apprendre des affaires, là, mais pour les jeunes, c'est beaucoup voir leurs amis, la socialisation, l'interaction avec les autres. Il y en a beaucoup, c'est le programme sport-études, d'autres, c'est le programme art-études, une façon, en fait, que les enfants, les ados ne décrochent pas. Donc, là, on fait le 12 à 17 ans. On espère qu'on va avoir des données un peu plus tard pour les plus jeunes, pour pouvoir les vacciner. Beaucoup pour essayer de briser le cercle là, de la COVID, où on se transmet ça ping-pong de l'un à l'autre. Docteur Lebel, j'ai une question parce que vous mentionniez tout à l'heure l'importance de faire vacciner l'ensemble de la bulle familiale. On a eu une question par rapport, à savoir s'il y a des études là, qui démontrent au niveau de les femmes qui sont enceintes actuellement, est-ce qu'il y a des contre-indications pour ces mamans-là en devenir de prendre ou de recevoir le vaccin? Et je rajouterais même, sachant que l'enfant, le fœtus en fait aurait une cardiopathie congénitale connue, parce que c'est pas toujours connu là au niveau fœtal, mais est-ce que si on le sait, est-ce qu'il y aurait des contre-indications à ce niveau-là? Et est-ce que la maman enceinte devrait recevoir le vaccin également pour la COVID? Non, c'est une excellente question par rapport aux mères enceintes. C'est un sujet de discussion, en fait, qu'on a déjà depuis plus qu'une année. Au point de vue des données, de savoir quelle est la sévérité de la COVID chez les femmes enceintes, c'est clair que la COVID est plus sévère chez les femmes enceintes, tout court. Ensuite, plus sévère chez les femmes enceintes qui ont un diabète, celles qui ont un surplus de poids, celles qui sont hypertendues ou qui ont d'autres maladies reliées à la grossesse. Donc, c'est tous des facteurs qui font que les femmes enceintes devraient se faire vacciner. Les États-Unis le recommandent, le Canada le recommande. Au point de vue du Comité d'immunisation du Québec,
Jusqu'au mois d'avril, c'est une vaccination permissible. Donc, on disait, si la femme est très exposée, probablement qu'elle devrait se faire vacciner. Actuellement, on recommande vraiment clairement la vaccination des femmes enceintes. Je mentionne encore, c'est un vaccin tué, donc il n'y a pas de portion là, virale active de ce côté-là. Donc, première raison, c'est important de se faire vacciner juste par le fait d'être enceinte. Là. On a de multiples exemples de femmes enceintes qui se retrouvent hospitalisées, certaines se retrouvent aux soins intensifs, d'autres sont mises sur un respirateur à cause effectivement que le fait d'être enceinte les rend plus sujettes à avoir des complications de la COVID. On a de plus en plus de données qui démontrent que le vaccin est sécuritaire, le vaccin est efficace. C'est sûr que la grossesse durant 9 mois, c'est pour une grossesse normale, ça ne veut pas dire que la femme va recevoir 2 doses de vaccin pendant la grossesse. Là, ça dépend à partir de quel moment le vaccin est devenu disponible. Hier, on parlait avec nos collègues obstétriciens gynécologues. Eux autres, ils sont convaincus de l'importance de faire vacciner nos femmes enceintes. Au point de vue de l'enfant, du fœtus avec une cardiopathie congénitale, il y a pas nécessairement d'avantage pour cet enfant-là. L'avantage potentiel, mais ça, on n'a pas assez de données, c'est de dire que la mère qui va avoir de hautes quantités d'anticorps quand elle va donner naissance à son bébé, si ce n'est pas un prématuré, les anticorps vont être transmis de la mère à l'enfant, donc peuvent donner une protection, surtout un peu dans les premiers mois de vie. Je fais un corrélaire avec la vaccination contre la coqueluche. La vaccination contre la coqueluche est recommandée chez les femmes enceintes. Le but est un peu la femme, mais beaucoup son bébé pour prévenir là, des mortalités et des hospitalisations. Donc, si on revient pour la COVID, la femme enceinte a un bénéfice pour elle-même car elle est à risque plus élevé d'avoir des complications de sa COVID. Potentiellement, mais ça c'est théorique, transmission d'anticorps au nouveau-né pourrait protéger ce nouveau-né-là pendant quelques mois, mais on n'a pas les données là-dessus actuellement. Vous me corrigerez, Dr. Lebel, mais j'avais cru comprendre aussi qu'il y avait un taux un petit peu augmenté de prématurité chez les mamans qui faisaient une COVID. Oui. Et nous, la dernière chose qu'on veut quand un bébé a une cardiopathie congénitale, c'est qu'il vienne au monde prématuré. Parce que ça complique vraiment les choses. Fait que de fait, on pourrait même souhaiter, ce serait probablement même très souhaitable qu'une mère qui a un fœtus avec une cardiopathie soit vaccinée parce qu'on veut que ce bébé-là vienne au monde à terme le plus possible. Un bon point. Merci pour ces précisions, Dr. Roud et Dr. Lebel. C'est des sujets qui sont qui nous touchent à tous les jours. Là, en fait, on a des questionnements de maman, des questionnements de parents aussi. Donc, mais je pense que pour faire l'ensemble des réponses, puis pour rassurer les gens aussi, aujourd'hui, de ce qu'on peut conclure finalement, c'est vraiment que la vaccination elle est très importante et qu'il n'y a pas de contre-indication, que notre enfant ou nous-mêmes, adultes ou plus jeunes, ayant des cardiopathies congénitales, ce soit, en fait, que le vaccin ne soit pas donné. En fait, il est même encouragé de le prendre. C'est bien ça? La problématique, là, en fait, elle est double. Là. Vous parlez, déjà, on veut vacciner tout le monde. Puis c'est clair que les enfants avec cardiopathie font partie de sujets qui sont quand même un peu plus à risque de complications de la COVID. Donc, ça fait 2 raisons supplémentaires là, de vacciner, en plus de pouvoir éventuellement avoir un retour à la normale. Là. Avec le déconfinement, là, les gens ont besoin d'air, on a besoin d'avoir un retour aux activités habituelles. Puis les enfants, les ados, là, les deux, ils ont besoin de contact avec leurs parents, avec leurs grands-parents, avec leurs amis. Et le fait de diminuer les troubles de santé mentale.
Et moi, je vous dirais qu'à date, je trouve que pour l'instant, je n'y vois pas beaucoup de réticence. Les gens sont assez partants, là. La majorité des patients nous disent quand est-ce qu'on va pouvoir prendre rendez-vous. Je pense que l'assentiment de la population est vraiment là, ce qui est très encourageant. Euh, je pense qu'il faut continuer dans cette veine-là. Moi, je pense aussi que ce qu'il faut que les familles connaissent, c'est sûr que, je veux dire, la COVID, on la découvre tout le monde en même temps, là. Je pense que les choses sortent au fur et à mesure, tous les jours, il y a plein de nouvelles données. Je pense qu'il faut que les familles réalisent aussi qu'on suit ça, hein, on suit ça avec la santé publique, on suit ça avec nos experts infectiologues, on connaît notre population. Fait que si dans un mois, dans 6 mois, les gens disent « Oh, là, il y a un petit drapeau rouge qui s'allume quelque part, il y a peut-être un effet secondaire chez tel type de clientèle et compagnie », ben nous, comme je vous dis, on la connaît, notre clientèle. Alors, on va rappeler les familles, on va prendre des mesures pour passer l'information si jamais il y a des drapeaux rouges qui se pointent à l'horizon. Mais je pense que pour l'instant, les gens peuvent être on va se faire vacciner, on n'a pas besoin de consulter notre cardiologue, on n'a pas besoin d'avoir un petit dernier check-up avant d'aller prendre le vaccin. Comme je vous dis, moi, le seul commentaire que je donnerais, c'est le Tylenol pour éviter la température si on a un enfant qui est symptomatique à la base. Mais il y a beaucoup de nos patients, on s'entend, qu'ils vivent une qualité de vie normale, donc ils n'ont pas de limitation fonctionnelle. Ces gens-là, ils vont sans même se poser de questions, là. Je pense que les enfants qui sont plus hypothéqués, symptomatiques, ben là, la seule recommandation, ce serait juste des antipyrétiques pour éviter la température qui, elle, pourrait fatiguer plus le patient et non pas le vaccin comme tel qui serait problématique, là. Puis, vous parliez tout à l'heure, ben, les deux, en fait, au niveau de l'anxiété là, que ça peut procurer chez les jeunes. Est-ce qu'il y a des trucs ou des choses qu'on peut dire à nos enfants qui sont très anxieux face à la vaccination pour les encourager à y aller? Parce qu'on parlait de réticence au niveau des adolescents, avec aussi les différentes problématiques que ça a occasionné avec la distanciation puis les confinements. Quel message aimeriez-vous partager finalement, peut-être Dr Lebel et Dr Hood, à ces enfants-là, ces jeunes adultes-là, pour les inciter finalement à aller se faire vacciner? Comme j'avais mentionné, la première raison, c'est un retour à la vie normale. Pour les enfants, les ados d'âge scolaire, il est déjà prévu là, par la santé publique que ça va être, au moins la première dose devrait être administrée à l'école. C'est un peu comme les programmes qu'on a là, pour la vaccination contre le VPH, les hépatites méningos, ce qui se passe à l'école. C'est sûr que un des effets secondaires, qui n'est pas un effet secondaire, c'est plus l'appréhension que les gens ont de la vaccination. Puis c'est clair que l'école essaie de le faire dans un climat qui est plus serein. Nous autres, on va avoir des fois, c'est pas moi qui les ai, là, mais il y en a qui perdent connaissance avant la vaccination. C'est pas un effet secondaire de la vaccination, en fait, c'est l'appréhension. Je pense que les infirmières scolaires ont la façon, en fait, de diminuer cela. Quand je disais que les programmes vont se faire à l'école, il y a deux possibilités, puis je pense qu'ils vont probablement les adapter selon les milieux. La première, c'est que ça se fasse effectivement sur les lieux de l'école, là, avec les vaccins qu'on a, là, le Pfizer. L'autre possibilité, c'est qu'ils transportent les enfants de l'école à un centre de vaccination. Je pense que là-dedans, c'est d'essayer de réconforter le plus le patient. Oui, une piqûre, ça pique. Mais je pense qu'un enfant avec une cardiopathie, les piqûres, ils ont dû en avoir plus qu'une dans leur vie. Puis c'est surtout dans le but de dire, tu vas être capable d'avoir un certain retour à la vie normale. Puis plus les gens vont avoir été vaccinés, plus les gens vont avoir reçu 2 doses. Là, le ministère parlait de la deuxième dose peut-être au mois d'août, ce qui serait parfait, là. Si les enfants, les ados sont vaccinés 2 doses, là, ça veut dire, on espère, là, vraiment un retour à la vie normale. Si tu as 2 doses, éventuellement, on n'aura plus besoin de masque, on n'aura plus besoin de distanciation sociale. Un point important quand même, je veux dire,
un vaccin efficace à 100%, ça n'existe pas, là, aucune thérapie qui sont 100%. On peut toujours être exposé, mais si plus il y a de population vaccinée, moins il va y avoir de risque d'exposition. Je ferais juste un dernier commentaire. Je pense que c'est sûr qu'entre 12 et 17 ans, là, c'est le pic des syncopes vagales. Alors moi, je pense que le commentaire que je ferais à des parents, c'est de dire à leurs jeunes que s'ils n'aiment pas ça, les piqûres, ils avertissent l'infirmière. Hein, parce qu'il y a moyen de prévenir la syncope en allongeant le patient au moment où on le vaccine ou en essayant, on les regarde aller, hop là, ils pâlissent un petit peu, on les allonge rapidement avant qu'ils se fassent mal, puis avant, parce qu'il y en a qui ont déjà perdu connaissance avec des vaccins. Fait que l'idée, c'est pas d'arriver puis d'essayer de faire le tough puis de pas le dire parce que là, tu retombes d'un pomme, c'est pas d'avance pour personne. Fait que je pense que si un enfant ou un adolescent qui est mal à l'aise ou qui a peur du vaccin, l'idée, c'est de le dire. Parce que comme le Dr Lebel dit, les infirmières qui vaccinent, ils en ont vu tomber à pocheter les patients suite à des malaises. Alors, ils ont bien des trucs pour les prévenir. Fait que la pire idée, c'est d'essayer de faire le tough puis de ne pas le dire. Ça, je pense que c'est pas une bonne idée. Fait que je pense qu'il faut les convaincre qu'ils le savent. Je pense qu'il faut qu'ils se fassent vacciner, mais qu'ils annoncent leur couleur, qu'ils disent qu'eux autres qui n'aiment pas ça, puis qu'ils font des malaises facilement, puis on va prendre les moyens pour pas que ça arrive. Je pense que c'est ça qui, à mon avis, à moi, là, c'est ça qui m'apparaît important. Parce que là, si un patient cardiopathe tombe d'un pomme, là, tout le monde va penser qu'il a fait une tachycardie ventriculaire maligne, puis c'est son cœur le problème, alors que c'est l'aiguille du vaccin le problème. Fait que je pense qu'il faut aviser, puis prévenir. Je pense que c'est surtout ça qui va être l'important. Comme je mentionnais, il y en a qui tombent d'un pomme avant. Donc, c'est clair, c'est pas un effet secondaire du vaccin, c'est le processus. Si les gens, les jeunes sont debout longtemps, ben, comme disait Dr. Wood, si tu commences à te sentir mal, c'est important de le dire plus précocement parce que c'est beaucoup plus l'anxiété, la peur qui va arriver avec un choc vagal. Donc, en conclusion, là, on peut mentionner à nos auditeurs là, qu'il est important de se faire vacciner et ce, rapidement, dans le but de retrouver une qualité de vie sociale et entraînante, je dirais, pour nos jeunes surtout, mais aussi pour l'ensemble de la bulle familiale et des gens qui nous entourent, pour en sortir finalement de cette pandémie-là, puis retrouver une qualité de vie, je dirais, quasi normale là, pour la suite des choses, mais aussi d'avoir un retour à l'école pour nos jeunes. Puis peut-être que je pourrais mentionner par-dessus tout, c'est que oui, c'est peut-être pas nécessaire de consulter nos cardiologues pour aller faire vacciner notre enfant. Là, on parle de la tranche de 12 à 17 ans. Par contre, je pense que c'est important de suivre les recommandations au niveau de la santé publique là, en ce qui a trait la vaccination, puis qu'est-ce qui s'en vient pour nos plus jeunes. Mais il faut mentionner que nos cardiologues sont toujours très, très présents pour les patients, les familles, comme ils l'ont toujours été. Et on est toujours très reconnaissant là, de savoir que vous êtes disponible là, pour répondre aux questions des familles afin de les rassurer, mais aussi de les guider là, dans la meilleure optique là, au niveau de la santé de chacun et chacune de leurs patients. Moi, j'ai peut-être juste un dernier commentaire aussi. Il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres vaccins à faire donner aussi, hein, puis que maintenant, malheureusement, là, avec tout un peu l'achalandage ou peut-être que les rendez-vous qui ont été escamotés ou reportés à cause de la COVID, je pense que des parents qui ont des jeunes enfants, si le carnet de vaccination n'est pas à jour, il faut penser aux autres vaccins aussi qui sont importants pour les enfants à faire donner. Là. Il y a des affaires qui ont été oubliées un peu dans le temps de la COVID, mais ça, c'est un élément, je pense, qu'il faut garder en tête aussi. Dr Lebel, est-ce que vous aimeriez rajouter quelque chose là sur la vaccination chez nos jeunes? La vaccination, moi je suis totalement biaisé. Là. La vaccination, c'est ce qu'il y a de mieux pour nos patients. Moi, ça fait assez longtemps que je suis en pédiatrie que quand j'étais jeune résident, jeune patron, il y a plein de maladies que je voyais, que je ne vois à peu près plus à cause de la vaccination. On parle des vaccins réguliers. Au point de vue de la COVID, le nombre de cas diminue, mais la différence majeure qu'on a ce printemps-ci par rapport au printemps 2020, c'est le nombre de décès. Si on regarde le nombre de décès, là, au mois de mai l'année dernière, on avait plus qu'une centaine à chaque jour.
Là, la santé publique en rapporte 10, mais c'est généralement moins de 5 par jour. Donc, c'est une des preuves que ça fonctionne. Israël est un des pays qui a vacciné le plus. Ça a été vraiment impressionnant, là, comment ça a fonctionné. Puis ce qu'on voit, c'est qu'avec la vaccination, c'est important que la majorité de la population soit vaccinée. Bien là, on parle de déconfinement progressif, de retour progressif. Donc, il y a la protection individuelle de chacun, puis il y a la protection collective qui nous permet là, d'entrevoir un retour à la vie normale. Eh bien, super. Ben, merci beaucoup, Dr. Lebel, que je vous rappelle est pédiatre infectiologue au CHU de Sainte-Justine, puis le président de l'Association des pédiatres du Québec, ainsi que le représentant de l'Association pédiatre au Comité d'immunisation du Québec. Donc, une personne, un professionnel très important dans nos questionnements aujourd'hui par rapport à la vaccination. Dr. Roud également, qui est cardiologue au CHUL à Québec et qui a à cœur la santé de nos jeunes patients, nos jeunes enfants qui sont atteints de malformations cardiaques. Donc, merci beaucoup à vous deux. Merci de prendre le temps de présenter en fait à nos familles et de répondre aux questions qui nous inquiètent là par rapport à la vaccination, mais aussi à la santé de nos enfants. Donc, merci beaucoup pour votre temps. N'hésitez pas si vous avez des questions, des commentaires, de les mettre en commentaire à cette vidéo et il nous fera plaisir de les faire parvenir au Dr. Lebel et à Dr. Roud par le fait même, vraiment dans le but de rassurer et d'être là et présent pour toutes nos familles de jeunes enfants de malformations qui naissent avec des malformations cardiaques. Donc, merci beaucoup pour votre temps, puis je vous souhaite une agréable fin de journée. Je pense qu'avec la vaccination, là, ça va finir par bien aller. Ça va finir par bien aller. On va créer un nouvel hashtag, Dr. Roud, ça va finir par bien aller. C'est ce qu'on devrait faire. Ça va finir avec la vaccination. Oui. Ça prend le premier bout de la phrase. Merci tout le monde. Bonne fin de journée. Merci à vous. Bonne fin de journée.